Avant de vous présenter les personnes que je remercie vivement d'avoir accepté mon invitation et qui auront beaucoup de choses très intéressantes à nous dire sur ce sujet, quelques mots d'introduction et de contextualisation pour vous expliquer un petit peu comment nous est venue cette idée, avec également une précaution pour commencer, parce que dès la première conférence inaugurale de Christophe Bourseiller, la question d'engagement a quand même été critiquée et on voit bien comment elle peut être sujette à caution. Et quand une institution s'en empare, forcément, on peut s'en méfier un petit peu, ça devient facilement un élément de langage et très clairement, vous ne verrez pas un établissement d'enseignement supérieur ne pas dire qu'il est engagé. Donc, forcément, on est en plus dans des rencontres Michel Foucault qui nous invite à critiquer, à avoir cette espèce de distance avec le milieu académique aussi. Donc voilà, donc je souhaite le dire. C'est pas une façon de tout de suite botter en touche. Mais comment, alors une fois qu'on a dit cela, et puis peut-être que parmi vous, il y en a qui ont pu assister à cette belle proposition artistique qui nous a été faite hier, et on a vu comment effectivement McDo se disait aussi engagé, responsable. Voilà. Donc, on parle de cet endroit, c'est-à-dire qu'on sait que ça serait compliqué pour une université de ne pas s'inscrire également dans cela. Donc, une fois qu'on met de côté les soupçons de greenwashing ou d'éco-blanchiment qui pourraient vite être l'écueil, voilà, si je suis ici en tant que vice-présidente d'une université, c'est que je pense que cet élément de langage peut aussi nous inviter à un cercle vertueux auquel voilà, je crois, et nous sommes plusieurs à croire ici avec conviction. Je voulais également faire un lien avec le dialogue qui a précédé Avoir 20 ans à Sainte-Soline, que j'ai trouvé particulièrement éclairant pour les liens qu'il pouvait nous permettre de faire autour de cet engagement de la jeunesse, puisqu'on va voir que c'est une autre manière ici, avec le dialogue qu'on va pouvoir avoir nous, de critiquer un petit peu cette idée reçue très souvent du désengagement de la jeunesse. Et puis je pense que même si on ne va pas être tout à fait, ou dans l'engagement politique, même si on pourra peut-être l'évoquer aussi. C'est bien cette idée qu'ont rappelé Hélène Stevens et Mathias Lenzi, c'est-à-dire d'une attention très forte portée à un engagement, à une cohérence envers soi-même et envers le collectif auquel on aspire. Et donc je crois que c'est vraiment là qu'on va pouvoir faire le lien et inscrire nos propos. Alors pour discuter sur cette notion d'engagement au service d'une réussite étudiante plurielle, nous avons eu évidemment envie de donner la parole à des étudiantes et étudiants, au premier chef concerné. Et donc pour cela, je leur donnerai la parole après. J'ai proposé à Chloé Charles, je me demandais quel était le nom de famille, d'un coup j'allais dire Chloé, et voilà, à Chloé qui est étudiante relais santé de venir. Alors c'est un engagement spécifique qui est en réalité un contrat étudiant. Donc on est dans du salariat et cela répondra à une spécificité sur laquelle nous reviendrons après. Dans un premier temps, je lui demanderai plutôt de parler de son parcours, car il me semble qu'il illustrera parfaitement cette notion de réussite plurielle qui nous tient à cœur à l'Université de Poitiers et en général dans les universités au niveau national de plus en plus. L'autre étudiant à qui j'ai demandé de nous accompagner, eh bien, c'est mon complice depuis 2 ans, le vice-président étudiant, qui a à la fois le rôle de représentant de l'ensemble des étudiantes et étudiants et qui, à ce titre, est investi dans l'équipe présidentielle avec des missions très particulières. Et donc, dans un premier temps, je lui demanderai d'évoquer le chantier qui a été son principal périmètre d'action, même s'il a fait énormément d'autres choses, c'est-à-dire c'est lui qui a mis en place, avec toutes les équipes et les collègues qui vont avec, mais c'est lui qui a porté le dispositif de valorisation de l'engagement étudiant à l'Université de Poitiers.
pour avoir des experts qui nous accompagnent. Alors, même si Laurent, c'est le plaisir que j'ai à le voir parmi nous, ce n'était pas la personne que j'aurais souhaité que vous ayez sur ce plateau pour des questions de parité. Et donc, j'en suis vraiment désolée, mais c'est la coprésidente du réseau Vécu qui aurait dû être là, Julie Maurer. Mais je remercie très chaleureusement Laurent d'avoir accepté. Ça s'est fait le matin même de la diffusion du programme. C'est pour ça que vous avez bien le nom de Laurent qui est là. Et donc, merci beaucoup Laurent, qui vient de l'université d'Angers, qui occupe des fonctions proches des miennes avec un périmètre un petit peu distinct, puisque lui est vice-président en charge de la vie étudiante et vie de campus de l'université d'Angers, mais c'est plutôt au titre du réseau de l'ensemble des vice-présidences étudiantes, vie de campus, vie universitaire, que j'avais sollicité le réseau Vécu, auquel je suis adhérente par ailleurs. Et le local de l'Étape, qui a son fan club dans la salle, Dominique Royoux, qu'on ne présente plus, mais quand même pour les personnes qui n'auraient pas eu, qui seraient là peut-être de manière moins fréquente. Donc, collègue géographe qui a été dans des responsabilités politiques à l'université de Poitiers avant mon équipe et qui est à l'origine notamment d'une mission temps. Et sur des questions d'engagement étudiant, ça va être un débat, un enjeu vraiment essentiel. Donc voilà, pour commencer, j'inviterai donc Chloé à nous parler de son parcours pour donner tout de suite de la chair à ce qu'on veut dire par ces questions d'engagement et de lien avec la réussite étudiante. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis étudiante en médecine à l'université de Poitiers, sauf que j'ai pas fait le parcours classique de la première année de la LAS ou de l'ancienne PACES. Avant, j'ai fait des études d'histoire. Je suis allée jusqu'au master d'histoire de l'art à Poitiers. Et pendant mes études, j'ai toujours été engagée dans le social, notamment dans l'accompagnement de personnes malvoyantes ou pendant ma dernière année de master en étant étudiante relais santé. Et en plus de réflexion personnelle, je me suis dit, j'ai envie de rentrer dans une profession un peu plus médicale et tournée vers le social. C'est comme ça que je suis arrivée en médecine, grâce à une procédure qui est peu connue, qui s'appelle la passerelle. Pour toute personne qui ont un master ou l'équivalent, on peut rentrer en deuxième année de médecine. Donc c'est comme ça que l'année dernière, je suis arrivée en deuxième année de médecine à l'université de Poitiers. Voilà, donc déjà, je trouvais intéressant le fait que ce soit par le biais de cette expérience d'étudiante relais santé que Chloé a pu finalement affiner son choix. Et tu m'as dit, quand on a préparé cette rencontre, que lorsque tu as dû défendre ton dossier, cette dimension-là, devant le petit jury, cette dimension-là avait été importante. Oui, bien sûr, elle avait été importante parce que il y a 2 ans, quand j'étais étudiante relais santé, j'étais autour de la thématique addiction et réduction des risques lors de la vie étudiante. Donc c'était dans le milieu médical étudiant. C'est une question qui revient souvent et donc c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé lors de mon jury d'admission. Alors si je reviens à la notion d'engagement de manière générale, il y a un texte qui est le dernier texte auquel nous nous référons, c'est la circulaire de mars 2022, dans laquelle il y a, je cite, l'engagement étudiant permet de développer la citoyenneté et l'esprit d'ouverture, de favoriser le lien social et la prise de responsabilité. Il constitue un moment privilégié d'épanouissement personnel, de construction de soi et représente à ce titre un facteur important de bien-être et de réussite. Alors, vous voyez, on pourrait très vite considérer qu'il y a des éléments de langage, mais si on fait le pas de côté et qu'on essaie de relever ce défi-là, vous comprenez pourquoi on peut avoir envie de défendre cela. Et je voudrais donner la parole à Laurent Bordet
pour qu'il nous parle au niveau justement national de ce qu'on a pu observer ces dernières années, avec ce que moi j'analyserais comme un changement de paradigme, c'est-à-dire une invitation à considérer la réussite non plus simplement comme une diplomation, comme une réussite académique, simplement, mais une réussite plurielle dans laquelle les questions d'engagement vont devenir centrales. Merci Sybille. Je vais d'abord commencer par vous présenter très rapidement ce qu'est ce réseau, qui est un réseau de vice-présidents, vie étudiante, vie de campus, vie universitaire, qui a été créé il y a quelques années, c'est très récent, ça date de 2018, à l'occasion d'un colloque qui avait été organisé à Metz sur le sujet de vie de campus, alors vie au pluriel, qui commençait à mettre le sujet de, en effet, être étudiant, ça n'est pas qu'être simplement dans une salle, c'est aussi toute une expérience étudiante par laquelle on a la possibilité d'accéder à la culture, on a la possibilité d'accéder à de la santé, à du sport, de s'engager et de profiter de ces années étudiantes aussi pour, dans cette forme de transition entre le lycée et l'âge adulte, ou en tout cas l'insertion professionnelle, d'expérimenter plein de choses. Il se trouve que ces missions-là étaient assurées, alors je suis désolé pour les acronymes, ils sont très nombreux dans notre milieu, étaient assurées par un vice-président officiel qui dans les gouvernances d'établissement, qui est le vice-président de la commission formation vie universitaire. Et les réformes successives dans l'enseignement supérieur, dans tout ce qui concerne la formation, faisaient que ces sujets de vie étudiante étaient particulièrement relégués dans nos conseils, dans les endroits où on peut en débattre, en fin de séance et souvent bâclés en quelques minutes et essentiellement consacrés à des validations de demandes de financement de la vie associative. Et a émergé à ce moment-là, en 2018, cette idée qu'il fallait qu'on traite ces sujets-là de façon différente, car on commençait à pressentir en effet qu'il se passait quelque chose autour de l'extracurriculaire dans les questions de réussite étudiante. C'est un réseau qui a énormément, qui a pris tout son essor au moment de la crise Covid, puisque les vice-présidents étaient là ces vice-présidents ont été là notamment pour gérer la crise, pour gérer les questions de précarité étudiante. Mais on fait néanmoins extrêmement attention à dire qu'on n'est pas les vice-présidents de la précarité, même si on le gère, mais on le gère cette dimension sociale étudiante au même titre qu'on gère la question de la culture, la question du sport, la question de la santé, enfin voilà les questions de vie quotidienne finalement dans nos établissements. C'est à marque aussi un moment où on a un changement dans le rapport aux usagers, aux étudiants, où on commence à avoir de plus en plus une approche dite usagée et à co-concevoir les dispositifs à destination de nos étudiants en co-construction avec eux pour s'assurer qu'ils sont raccords avec leurs besoins. Et on est profondément ancré, nous aussi, c'est quelque chose qu'on répète très souvent dans le réseau, que les étudiants d'aujourd'hui ne sont pas les étudiants d'hier et qu'on a un énorme défaut dans nos établissements, c'est à projeter l'image de l'étudiant qu'on a pu être sur l'image de l'étudiant d'aujourd'hui, et ce qui est complètement bouleversé par l'évolution extrêmement rapide des besoins, de l'évolution de la société, et qu'il faut qu'on soit raccord avec ces enjeux-là. Donc on a une forme de plaidoyer dans notre réseau qui est avant tout de faire reconnaître la vie étudiante et de campus comme une mission à part entière de l'université, de le faire inscrire dans le code de l'éducation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est une mission qui est dévolue au Crous, et on considère que par le fait qu'on porte des services de culture, des services de sport, des services de santé, il faudrait aller au bout de la démarche aujourd'hui et reconnaître cet investissement, cette mission que représentent ces vice-présidents aujourd'hui dans les gouvernances d'établissements. Alors, on a plein de sujets favoris. Encore une fois, les acronymes, le Crous, évidemment, ça c'est un de nos sujets extrêmement favoris. La CEVEC, la contribution vie étudiante et de campus, qui a, tu le rappelais dans la circulaire, Sybille, qui a été un accélérateur des questions d'engagement dans nos campus. Le bien-être étudiant, d'une manière générale, ou en tout cas la qualité de vie étudiante. La question des rythmes universitaires, mais je pense qu'on en parlera avec vous. La question de la citoyenneté et évidemment la question de l'engagement, au point qu'il y a 2 ans, en décembre 2022, on a co-organisé un séminaire, en tout cas une journée d'échange à 3 réseaux, ces vice-présidents formation vie universitaire, le réseau des vice-présidents vie étudiante et nous-mêmes, sur la question de l'engagement. Et on est rapidement ressorti quelques éléments qui étaient une conviction très très forte que les établissements en enseignement supérieur devaient s'emparer de cette question au-delà de la dimension réglementaire qu'il y a dans un certain nombre de textes, parce qu'il y a des enjeux de démocratie universitaire dans un double axe.
ce qu'on fait de la démocratie au sein de nos établissements et comment on y associe les étudiants dans une réflexion de l'évolution de l'université, mais également de la démocratie universitaire dans ce qu'il y a là d'importance dans la formation des citoyens du futur qui seront amenés également à voter une fois qu'ils ne seront plus étudiants, enfin en tout cas une fois qu'ils auront quitté notre établissement. Et cette citoyenneté, des valeurs citoyennes, comment elles infusent aussi dans la formation étudiante d'une manière générale et du futur citoyen. Et cet engagement, pour le voir au quotidien, de bien intégrer dans nos établissements, quel est en effet un facteur de réussite pluriel, comme tu le disais, Sybille, par acquisition de nouvelles compétences, ou en tout cas de compétences qui ne sont pas dans les cours traditionnels, dans ce qu'elle permet en termes d'autonomie, dans ce qu'elle permet en termes de développement de relations sociales, de réseau professionnel également, puisque avoir un acte d'engagement, c'est aussi aller à la rencontre des autres, et ça favorise également le développement de réseaux professionnels ou de réseaux personnels, dans ce qu'elle permet en termes de confiance en soi par les réussites qu'il y a derrière les engagements, et puis dans ce qu'elle incarne aussi en matière de capacité d'entreprendre, quand on est notamment à l'origine d'événementiels d'engagement, de terrains d'engagement, d'initiatives étudiantes qu'il peut y avoir derrière. Le corollaire de ça, c'est aussi la responsabilité de l'établissement dans l'accompagnement et notamment dans la mise en relation qu'on peut avoir en tant qu'établissement ancré sur son territoire avec des acteurs qui viennent nous solliciter pour avoir des terrains de bénévolat. Mais je crois que c'est un des éléments qui fait que depuis plusieurs années, les universités butent un peu en passage à l'échelle, même si tu me disais que tu avais beaucoup de dossiers cette semaine sur l'engagement étudiant, c'est qu'il y a un problème de définition sur l'engagement initial dans la perception qu'on peut en avoir, notamment dans les équipes pédagogiques. On a beaucoup buté ces dernières années sur c'est quoi l'engagement. Au point même que dans les discussions qu'on peut avoir avec le ministère, cette question n'est pas réglée aujourd'hui. C'est quoi s'engager? Vous avez des définitions, et en particulier un des tout premiers coordinateurs du réseau Vécu, qui est Raphaël Costambet, qui est un grand spécialiste de l'expérience étudiante, qui est anglo-saxon. Et la définition de l'engagement dans les pays anglo-saxons reste sur les questions d'apprentissage, c'est-à-dire l'engagement qu'on met en tant qu'étudiant dans la capacité à se faire réussir, mais d'un point de vue académique. Alors, ils sont venus progressivement se greffer des éléments auxiliaires, mais on n'a pas tout à fait la même définition en France, et on a analysé la fameuse circulaire que tu évoquais sous l'angle purement du bénévolat. Il me semble que ça a été une des premières problématiques. Ça n'est pas que ça, l'engagement, ça n'est pas que aller faire un terrain de bénévolat ponctuel. C'est beaucoup d'autres choses, c'est beaucoup plus que ça. Et en fait, c'est une définition beaucoup plus large qui est l'engagement au sens systémique du terme, total, évidemment dans les études, mais évidemment dans sa vie quotidienne et dans sa vie personnelle, s'engager à réussir, s'engager dans sa vie d'une manière générale. Donc, les éléments de définition ont beaucoup évolué, mais un des freins sur la généralisation de l'engagement et notamment de sa valorisation et de sa reconnaissance dans les diplômes a été de le restreindre essentiellement au bénévolat. Et pourtant, on voit bien que cet engagement ne se résume pas au bénévolat, même si les chiffres notamment de la plateforme Je veux aider, qui est une plateforme qui recense les offres d'engagement de la part du tissu associatif au niveau national, montrent que la génération 15-25 ans représente 35% des utilisateurs de cette plateforme. Donc on voit qu'il y a un terrain d'engagement qui est extrêmement fort. Il y a 700 000 utilisateurs sur cette plateforme, et donc 1 sur 3 est un jeune de 15-25 ans à peu près, et même je crois que ça monte à presque 50% si on élargit aux 15-30 ans. Donc oui, tu le disais, c'est une expérience qui va permettre d'acquérir des compétences, des connaissances, des aptitudes, et qui repose sur la nécessité pour les établissements de mettre en place des dispositifs de reconnaissance. Alors, ces dispositifs de reconnaissance, voilà, ça fait du débat dans les établissements. Est-ce qu'il faut mettre du bonus? Est-ce qu'il faut mettre des crédits spécifiques? Alors, du bonus sur la moyenne, du crédit spécifique. Est-ce qu'il faut le rendre obligatoire? Et là, on a beaucoup de débats dans nos établissements sur
Est-ce que l'engagement et le caractère obligatoire, c'est quelque chose de compatible? J'ai pas la solution, enfin j'ai mon avis sur la question et j'ai pas la solution. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui s'impose aux établissements une obligation à trouver des solutions. Et on commence à avoir des grandes différences territoriales sur les questions d'engagement. Il se trouve que les universités, depuis maintenant 2 ans, sont amenées à remplir des enquêtes vie étudiante qui intègrent un chapitre engagement et on nous demande de renseigner une statistique annuelle sur le nombre d'engagements spécifiquement validés dans nos établissements. Ça permet d'avoir une vision nationale puisque la moyenne nationale aujourd'hui, c'est 3% des étudiants qui font valider chaque année un engagement. Et on se retrouve à avoir des très grandes différences territoriales. Je vous donne les 2 extrêmes. La Normandie, où on va à 0,3%, et la région PACA, où on est quasiment à 7% des étudiants qui valident un engagement. Et derrière ces différences statistiques, vous avez finalement des niveaux de maturité différents selon les établissements et sur la façon dont ce sujet a été en effet traité. Alors je prendrai peut-être 3 exemples, et en particulier sur la région PACA. Je commencerai par l'exemple de l'Université de Tours, qui a un dispositif qu'ils appellent CERCIP, alors qui veut dire compétences, engagement, réflexion citoyenne et pratique, où eux, ils ont développé toute une procédure de validation, de labellisation avec des associations du territoire, pour s'assurer que les terrains d'engagement des étudiants, alors plutôt du bénévolat pour le coup, ne sont pas un travail déguisé. Et puis ça permet d'avoir aussi une protection juridique qui est un peu plus poussée qu'un simple acte d'engagement. Donc il y a une volonté de la part d'établissements d'accompagner, de mettre en relation, un peu comme il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, se sont mis en place dans les universités les bureaux d'aide à l'insertion professionnelle avec un accompagnement vers les bons terrains de stage. Ils vont assez loin quand même, tous ces terrains d'engagement sont validés, en effet valorisés, et l'évaluation est confiée à l'association avec laquelle l'établissement conventionne. Ce qui est déjà une forme de réponse à la lourdeur administrative dans l'évaluation et la valorisation de l'engagement étudiant. Vous avez un deuxième exemple que je trouve particulièrement frappant, qui est l'Engagement Center à l'Université de Nice. L'Université Côte d'Azur, maintenant, je crois qu'on dit, c'est ça. L'Engagement Center, c'est une plateforme créée par l'Université de Nice qui permet de mettre en relation directement des porteurs de missions, alors associatifs ou non, en direct avec les étudiants et qui sont accessibles à toute la communauté universitaire. C'est plus de 130, 150 missions qui chaque année sont proposées aux étudiants. Et leur engagement est ensuite validé par une commission externe avec des points sur la moyenne, avec un nombre d'horaires engagés minimum de 20 heures pour pouvoir bénéficier de ce bonus. Et puis vous avez une initiative que je trouve particulièrement séduisante et qui représente peut-être l'avenir de la réflexion qu'on doit avoir sur l'engagement dans nos établissements, qui est la notion de service learning développée par l'Université d'Aix-Marseille. Alors, l'Université d'Aix-Marseille, c'est 100 000 étudiants, très étalés sur son territoire, puisque 2 grandes villes, Aix et Marseille, mais qui s'est emparée d'une notion qui s'appelle le service learning, qui est une notion anglo-saxonne qui arrive péniblement en France, qui a un peu émergé en Belgique, mais qui est de considérer qu'au-delà de l'engagement bénévole, il y a aussi la capacité que l'établissement universitaire, de par des formations qu'elle dispose, qu'elle met sur son territoire, va aussi être un acteur de l'engagement de l'établissement dans des sujets, notamment de développement durable et de responsabilité sociétale, et que par ces formations, elle peut permettre de répondre à des problématiques d'acteurs du territoire, en mettant à disposition des forces, et qui sont les forces étudiantes, dans le cadre d'une réflexion professionnalisante, philosophique, éthique, sur les enjeux de territoire. Et ça rejoint ce que tu disais en introduction, Sybille, qui est qu'aujourd'hui, si on ne veut pas faire du washing, et si on veut aussi engager l'établissement dans ces questions de valorisation et de reconnaissance de l'engagement, eh ben, il faut aller plus loin que les questions de bénévolat. Il faut aussi que l'établissement se positionne comme un acteur d'engagement responsable social par l'ensemble de sa communauté universitaire.
Mais je m'arrête peut-être là pour me... Merci beaucoup pour cette mise en perspective qui vous montre un petit peu les éléments de contexte. Et juste pour souligner qu'en réalité, à chaque fois qu'on pose ces questions, vous voyez, j'introduisais aussi le propos en disant que quand on n'est pas à l'intérieur, on peut trouver tous ces éléments de langage un peu lisses. En réalité, ce sont des débats très polémiques au sein de notre petit monde qui considère que, en fait, ces questions-là devraient rester à l'extérieur. Donc voilà, on est vraiment dans des enjeux qui sont qui font débat. Et donc, comme vous l'avez compris, si c'est Sacha Bosman qui a porté ce chantier, vous voyez qu'à l'Université de Poitiers, il est assez récent, et puisqu'on l'a mis en place uniquement l'année dernière à titre expérimental. Sacha, je te laisse en parler, s'il te plaît, avec des choix qui correspondent pas tout à fait, pas du tout même, aux exemples précédents qui ont été apportés. Donc bonjour à toutes et tous. Donc je m'appelle Sacha Bosman, je suis le vice-président étudiant de l'Université de Poitiers depuis 2 ans, donc en fin de mandat. J'arrive bientôt à la fin de mon expérience. Expérience qui a été assez riche parce que justement j'ai pu avoir à charge la mise en place du dispositif de valorisation de l'engagement étudiant. C'est un dossier qui, dès la première réunion, en fait, après en avoir parlé avec la présidente de l'université, bien sûr, m'a été attribué. J'ai pu travailler dessus avec mes collègues, justement comme Sybille. Et c'est vraiment un dossier sur lequel on m'a fait confiance et que j'ai eu à charge pendant 2 ans jusqu'à la fin de sa mise en place et jusqu'au vote de son renouvellement cette année, il y a 1 mois à peu près. Le dispositif de valorisation de l'engagement, déjà, pour vous expliquer un peu ce que c'est un dispositif qui vise à reconnaître, valoriser par un bonus sur la moyenne de 0,5 points tout engagement étudiant. Alors ça va de l'engagement associatif au service civique en passant par le job étudiant, tout ce qui va être engagement en tant que sapeur-pompier volontaire, réserviste dans l'armée, dans la police, ou encore depuis le mois dernier aussi les artistes confirmés qui sont sous le statut artiste confirmé accordé par l'université. Tous ces types d'engagements, donc en plus de pouvoir prétendre à un bonus de 0,5 points sur la moyenne de l'année, qu'on peut demander 1 fois par cycle, donc 1 fois en licence et 1 fois en master, on permet aussi l'attribution d'un open badge, qui est en fait un badge numérique sur lequel on va pouvoir recenser l'ensemble de ces expériences, des compétences qu'on a pu acquérir, et qui va après être possible de diffuser de façon très simple. L'idée dans la démarche, c'est qu'on a une précandidature qui se fait afin de savoir si on est éligible ou non au dispositif. Une fois qu'on est éligible, on peut candidater officiellement. Suite à ça, on assiste à une formation de 2 heures dans la journée, une formation à distance. Et cette formation nous explique comment remplir un portefeuille d'expériences et de compétences, une fiche bilan de son engagement. Et nous, justement, pour rebondir sur ce que tu disais, Laurent, sur la question de l'engagement, l'engagement qui n'est pas déguisé, on a décidé d'aller justement sur cette fiche bilan, qui n'est pas un outil qui nous assure que l'engagement est réel, mais en tout cas qui permet, je pense, d'éviter un maximum de tentatives de fraude, j'ai envie de dire. C'est tout simplement en fait de venir demander à l'étudiant de conscientiser les compétences acquises et nous faire un retour justement de chaque expérience qu'il a pu avoir. Donc typiquement, j'estime que j'ai travaillé une compétence comme le fait de manager une équipe. Dans ce cas-là, je donne des exemples concrets de ce que j'ai pu faire durant l'exercice de mon activité et je vais faire ça pour chaque compétence. C'est-à-dire que je peux très bien cocher des compétences que j'estime avoir travaillé et ne pas donner d'exemple, mais à ce moment-là, la compétence au titre du jury, et j'en parlerai tout à l'heure, c'était pas assez concret, c'était pas assez conscientisé. Le but, c'était vraiment de permettre à l'étudiant et l'étudiante de conscientiser les compétences acquises, d'avoir un document tangible qui en soi, je trouve, est une valorisation en elle-même, parce que c'est un document qui est très utile une fois qu'on a fini son engagement, nous permet à nous d'être certains et de comprendre l'engagement. Une fois que ce document est rempli, il y a une commission qui a été créée au sein de l'université, qui est composée de différents membres enseignants
non enseignants, étudiants, personnel administratif de l'université qui siègent dans cette commission. Certains experts aussi, des personnes vraiment experts de la vie étudiante et expertes de la vie étudiante au sein de l'université, des personnes qui travaillent notamment à la maison des étudiants, qui ont une vision très précise d'un vaste champ d'engagement différent. Et c'est important pour nous d'avoir une commission spécialisée qui étudie les dossiers en connaissance vraiment de cause. Et à ce titre-là, cette commission elle permet d'avoir une vraie équité entre les étudiants et étudiantes. Parce que le premier reproche auquel j'ai été confronté quand on a justement voté la première édition de ce dispositif de valorisation de l'engagement, c'est un enseignant qui m'a dit « mais on le fait déjà, on valorise déjà ». Quand il y a un étudiant qui vient nous voir, qu'on connaît, qu'on voit engagé, on le valorise, on leur donne des points bonus, très souvent. Cette personne-là n'était pas forcément favorable à la mise en place de dispositifs. Donc je lui ai demandé, mais si vous le faites déjà, quel est le problème qu'une commission spécialisée fasse la même chose finalement, sachant que les personnes que vous allez valoriser, ça va être le président ou la présidente de telle association qui est très visible, qui est là sur la plupart des événements, qui est vraiment à la tête de l'association, mais c'est pas forcément la personne qui va avoir travaillé le plus. On peut avoir des secrétaires, des trésoriers qui vont énormément travailler dans l'ombre malheureusement, et ces personnes-là du coup ne vont pas être valorisées. Donc nous on a voulu un processus et un jury qui permettent quelque chose d'équitable. Et c'est vraiment l'objectif d'avoir vraiment un large panel d'engagements valorisés de façon équitable, avec le même type de bonus, le même type d'avantages. Donc voilà. Ce bonus, il a pour objectif, et c'est ce qui a été remonté aussi dans les retours des étudiants qui ont pu bénéficier de ce dispositif, il permet dans un sens de venir compenser le temps qu'on va accorder justement à notre engagement, parce que c'est du temps qui ne va pas être accordé justement parfois à des cours. Je l'ai vécu durant mon engagement, malheureusement, des cours ou des séances de révision. C'est un engagement par contre qui permet d'acquérir un tas de compétences transversales qui sont hyper importantes, que ce soit pour les demandes de master, pour candidater pour des postes après les études supérieures. Donc voilà, dans l'idée, le dispositif, il est là pour ça, pour permettre d'un côté à l'étudiant, l'étudiante de conscientiser ses compétences, de faire le bilan de son engagement et d'autre part d'accorder un bonus sur la moyenne. Sacha, tu pourrais peut-être insister quand même sur un choix qu'on a fait, parce qu'il n'est pas majoritaire dans les établissements et que c'est sur le salariat. Tu allais en parler peut-être, pardon. On a eu une question qui a fait débat. Au moment de la mise en place de ce dispositif, c'était est-ce que le job étudiant est considéré comme un engagement étudiant? Et ici, au niveau national, alors dans la définition, si je ne me trompe pas, de l'engagement étudiant dans le Code de l'éducation, le job étudiant est considéré comme un engagement étudiant, ce qui a un peu facilité notre choix d'un côté, mais qui n'était pas tout de même sans difficulté, parce qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient assez peu sûr de cette décision, de ce choix. L'idée, et c'est arrivé assez vite sur la table, c'est qu'un étudiant ou une étudiante qui doit travailler pour des raisons purement alimentaires, par exemple, a beaucoup moins de temps, voire pas du tout de temps pour s'engager, et de ne pas inclure les jobs étudiants justement à ce dispositif, ça aurait été creuser les inégalités encore plus qu'elles ne le sont déjà. Donc on a vraiment fait le choix d'inclure le job étudiant comme un engagement, tel qu'un engagement comme un engagement associatif, même si, et c'est un élément qui nous a été remonté, le job étudiant, il y a un salaire, donc il y a aussi la rémunération, il y a valorisation. Mais en fait, pour nous, c'était juste la logique du salariat, et ça n'empêchait pas de bénéficier de ce bonus et de ce dispositif. Et c'est là que c'est vrai que c'était assez intéressant, parce qu'on a des témoignages d'étudiantes et étudiants qu'on a croisés ensuite qui nous disaient qu'en étant caissier, elles n'envisageaient pas de pouvoir faire reconnaître leurs compétences. Le fait d'avoir réfléchi de manière réflexive à cet engagement, c'était tout un... Même, vous voyez, sur ces métiers qui sont considérés comme des jobs et même pas du travail, même en termes d'estime de soi, ça jouait déjà quelque chose qui nous paraissait vraiment intéressant. Alors, je vois le temps qui passe, donc je vais redonner, avant de donner la parole à Dominique, qui pourra ouvrir sur les questions de temporalité étudiante et qui nous permettra peut-être de
parce que j'ai vu que les collègues étaient arrivés avec des petites collectes de paroles étudiantes, sûrement qu'on voulait vous montrer aussi. Redonner la parole à Chloé, qui nous a parlé de son parcours et de la manière dont un engagement pouvait être à un moment donné déterminant, mais qu'elle nous explique un peu plus concrètement ces missions qui sont voilà, sur des missions très justement au cœur des enjeux des DRS qui nous tiennent à cœur. Donc, étudiant relais santé, c'est un travail étudiant. On fait partie de l'université et plus précisément du service de santé étudiant situé sur le campus. Au total, on est une équipe de 12. Les horizons des étudiants, elles sont vraiment diverses. Cette année, on a une majorité d'étudiants en psychologie et quelques-uns en médecine ou en pharmacie, mais en fonction des années, ça change beaucoup. Il y en a aussi des profils beaucoup plus littéraires ou juridiques. Et donc notre mission première est de faire de la prévention et de la promotion de la santé et de permettre aux étudiants d'acquérir un certain bien-être axé sur la santé, mais pas que, pendant toutes leurs études. Et on ne fait pas de diagnostic, du coup, mais on les oriente vers des personnes beaucoup plus compétentes au travers d'animations, de journées dédiées de prévention. Pour vous donner un exemple, ce mois-ci, on est en plein novembre, on est dans le mois sans tabac. Donc avec plusieurs étudiants relais santé, nous avons organisé 2 journées de prévention sur des lieux de l'université. Une au niveau du rue Rabelais et une autre au niveau de la BU La Ruche, sur le campus. Et donc ces journées de prévention sur le tabagisme étaient animées par des outils pédagogiques que nous avons conçus et qui voulaient montrer aux fumeurs et aux non-fumeurs les bienfaits de l'arrêt du tabac sur la santé et aussi tout l'aspect de l'accompagnement et des proches dans l'arrêt du tabac. Et donc ça a permis de cibler les étudiants qui étaient fumeurs et qui n'étaient pas fumeurs, ceux qui étaient impactés par des personnes fumeuses dans leur entourage, et tous les outils et les ressources qu'ils avaient à leur disposition, ou encore qu'ils pouvaient encore avoir, dont ils n'avaient pas encore l'idée. Donc là, j'ai cité une action en particulier, mais il y en a plein d'autres. On s'appuie sur les journées de campagne publique du ministère de la Santé, mais on peut aussi s'appuyer sur l'université et sur les journées qu'elle organise, comme par exemple la fête de l'hiver, les grandes tablées, etc. Donc on a vraiment une liberté d'action en tant qu'étudiant relais santé pour au mieux cibler les étudiants et leur bien-être. Alors juste un mot pour contextualiser, la fête de l'hiver, c'est une nouvelle initiative en partenariat avec le Crous pour permettre aux étudiants en parcours international d'avoir des ressources couettes, produits spécifiques, vêtements chauds pour entrer dans l'hiver. Donc on est sur des endroits de solidarité et puis de multiculturalisme. Et puis les grandes tablées, c'est plutôt notre fête associative avec voilà, les différentes associations. Et par exemple, on peut prendre un dernier exemple, puisqu'il va être d'actualité. Vous allez participer, pour certains d'entre vous. Oui, parce qu'évidemment, comme c'est du Caire, on va avoir beaucoup plus de femmes. Mais cette année, il y a quand même un peu d'hommes présents dans la bande de RS. Et donc, ça sera leur participation aux menstrueuses. Et parce qu'en fait, vous voyez toutes ces questions d'engagement, et donc là où le bonus, c'est ce que Sacha disait, vient rétablir, vous voyez, une espèce de question de temps, puisque en réalité, c'est la grande difficulté. Vous voyez, par exemple, quand il y a des étudiants présents, ce qui n'est pas le cas cet après-midi, mais parfois on arrive à venir avec un groupe, mais c'est quand un enseignant, une enseignante libère son cours, vient avec elles et eux pour leur permettre d'être présents. En revanche, je sais que ce soir, sur le collectif Nous Indisciplinés, on aura quelques étudiantes et étudiants, évidemment pas celles et ceux qui profitent du week-end pour entrer voir leur famille. Voilà. Dominique, tu peux justement nous amener sur ces terrains-là que tu connais très bien, s'il te plaît. Merci Sybille. Bonjour à toutes et à tous. Oui, on a parlé
des conditions d'engagement. Dans les conditions d'engagement, effectivement, il y a la vie de l'étudiant elle-même, les rythmes que l'étudiant connaît, et ils sont pas si simples à vivre que ça. Si après la vie étudiante, une des grandes questions des années 2020, c'est l'équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie familiale, et qu'on se crée, toute la question des années 2020, c'est comment se créer des marges de manœuvre pour ne pas subir, mais choisir son équilibre entre tous ces temps sociaux, entre tous ces temps de vie. Pendant la vie étudiante, ils sont plutôt subis. Subis parce que les rythmes sont parfois subis. On peut s'appuyer aujourd'hui à la fois sur des statistiques, mais aussi sur des témoignages très nombreux. Les statistiques, on en a quelques-uns qui sont issus d'une grande enquête qu'on avait conduite en 2018 sur le temps, qui s'appelait Temps et conditions de vie des étudiants, qui émanait des différentes universités de Nouvelle-Aquitaine et coordonnée par la communauté des universités Léonard de Vinci, où déjà on s'apercevait que les étudiants, ils étaient à 35 heures. 35 heures, c'est le temps de la semaine que les étudiants consacraient au cours et au travail personnel. Donc il faut avoir conscience de ça. L'étudiant, c'est pas quelqu'un qui a un temps comme ça trop si libre que ça. Qu'il y a un tiers des étudiants qui déclaraient être salariés, ces fameux jobs étudiants dont on a parlé. Il faut savoir que s'il n'y en a peut-être pas plus, c'est que à Poitiers, notamment à l'université de Poitiers, il y a beaucoup d'étudiants boursiers. On est une des universités, au sein de notre région, mais même plus largement en France, où l'origine modeste des étudiants est très importante au sein de l'université de Poitiers. Et dans ce tiers d'étudiants salariés, d'ailleurs, il y en a 20% qui déclaraient le fait que le job étudiant suivi nuisait explicitement aux études. Et puis, la moyenne des ressources des étudiants à l'université de Poitiers, parce que c'était bien une enquête qui était faite sur l'université de Poitiers concernant les rythmes, c'était 640 € en 2018, ce qui ne permet pas des marges de manœuvre extraordinaires. On a beaucoup de témoignages aussi, au-delà de ces statistiques, dans les différents documents qui ont été élaborés par la mission temps de l'université. Donc, évidemment, les responsables sont là, vous pouvez y accéder. Il y a des tas de productions qui montrent des témoignages très poignants, d'ailleurs, des témoignages vidéo, des témoignages écrits sur la difficulté de concilier tous ces temps très difficiles quand on fait la mise en rayon à Leclerc à 5 heures du matin, comme je pense à un étudiant de géographie que j'ai particulièrement connu, qu'on fait la mise en rayon, qu'on va en vélo de la cité Descartes à Leclerc, qu'on fait la mise en rayon à 5 heures du matin à Leclerc et qu'on revient en cours à 8 heures et que malgré tout on veut assister à une réunion associative entre midi et 2. Tout ça, c'est la vie étudiante aujourd'hui aussi, et il faut en avoir conscience. Donc, il y a un potentiel d'engagement, mais il y a aussi des freins, effectivement, sur lesquels il faut travailler, sur lesquels la mission temps, et avec tous les partenaires, à travailler en essayant de libérer déjà la pause méridienne, en faisant en sorte que ça soit une vraie pause méridienne d'une heure et demie. Ça a été plutôt bien respecté dans les emplois du temps. Un jeudi après-midi qui soit vraiment affecté aux activités associatives, culturelles, sportives, comme ça devrait être depuis très longtemps, plus ou moins respecté, assez bien respecté, mais il y a encore des progrès à faire. Voilà, il y a aujourd'hui à la fois, c'est sur la table, à la fois une conscience de ce qu'est la vie étudiante aujourd'hui, ces difficultés. Il y a des difficultés explicites et objectives, et il y a des efforts qui sont faits de manière très importante dans l'institution, mais aussi dans la façon dont les étudiants essaient de combiner ces différents temps. Moi,
Alors, tout ça, c'est bien, et tout ça, ça montre l'intérêt, effectivement, d'un engagement étudiant. Mais je voudrais faire le lien aussi avec ce que tu disais, Laurent, sur l'engagement. C'est pas seulement avoir des points, c'est bien d'avoir des points dans la formation, mais c'est aussi l'apprentissage de la citoyenneté. Et c'est pas seulement s'engager dans l'amélioration de la structure qui les concerne pour le moment, pendant quelques années, l'université, la vie universitaire, c'est aussi s'en servir plus tard. Et là aussi, plus largement, et je vais en profiter pour faire le lien avec ce que disait Laurent, mais faire le lien aussi, comme tu le disais, Sybille, avec la table ronde précédente. Tout le monde n'a pas assisté à la table ronde précédente, mais dans cette table ronde qui s'appelait Avoir 20 ans avoir 20 ans à Sainte-Soline, et qui a beaucoup concerné le livre qui est sorti de l'expérience de Sainte-Soline, focalise sur ce que ressentent notamment les jeunes et notamment des étudiants qui ont été interrogés et qui ont participé à cette manifestation. En fait, la militance ou l'engagement étudiant aujourd'hui, il est global. Il n'est pas comme nous, on a pu peut-être, ou en tout cas moi, dans notre vie militante, le saucissonner sur des causes diverses qu'on a essayé de relier autant qu'on pouvait. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les causes d'engagement, quand on discute, même en cours, quand on discutait ou discute avec les étudiants sur qu'est-ce qui les motive aujourd'hui comme engagement, c'est des causes globales. C'est le social relié à l'écologique, c'est pour ça que je faisais le lien avec la table ronde précédente, parce que c'est ce que je voulais dire, mais c'est ce qu'a dit Hélène et Mathias juste avant. C'est le social, l'écologique relié avec l'antiracisme, avec la solidarité interculturelle, avec le féminisme, etc. Des causes qui sont pas forcément qui sont pas forcément relayées par le type de structure associative telles qu'on les connaît maintenant, telles qu'on les connaît, qu'on les a toujours connues, et je reparle des rythmes, qui sont structurés par des conseils d'administration, des bureaux, etc. Un rythme particulier qu'on a connu, qu'on imprime à la vie associative globale et qui n'est pas le leur. C'est pas leur rythme. Ils se retrouvent pas dans ce type d'organisation, etc. Donc on a aussi des efforts à faire, je pense. C'est très bien les efforts qu'on fait, et j'y participe, et c'est vraiment important de prendre en compte le temps les contraintes de temps, les rythmes particuliers que connaissent les jeunes, etc. Mais au-delà de ces rythmes, c'est les causes aussi que l'on doit comprendre dans leur globalité, dans leur radicalité parfois, au bon sens du terme, dans le sens où on veut aller au fond des choses et ne pas traiter que partiellement les choses. Et ça suppose une organisation, une offre associative, une façon de répondre à cette sincérité d'engagement sur lequel il va falloir qu'on travaille, parce qu'on n'est pas... Et c'est pas l'amélioration il y a des conditions nécessaires, l'amélioration de la prise en compte des rythmes étudiants aujourd'hui et de leurs difficultés, bien sûr, au sein des institutions, mais au-delà des institutions. Et là, ça ne concerne pas évidemment que l'Université de Poitiers, la façon dont on doit s'organiser pour répondre à ces causes d'engagement aujourd'hui, qui sont les vraies causes qui nous animent. Enfin, en tout cas, moi, je vais dire un témoignage personnel. Au Toit du Monde, quand on reçoit des bénévoles, on en reçoit beaucoup. Les jeunes qu'on reçoit, notamment les jeunes étudiants, c'est encore le cas de 3 d'entre elles hier, que je le disais à table entre nous. Elles sont intéressées par les thèmes du Toit du Monde, l'accueil et l'intégration des migrants, mais tout de suite elles posent des questions sur comment ça travaille les inégalités sociales, qu'est-ce que vous faites vous pour tout de suite pour vous engager dans la transition écologique, etc., en tant que structure, etc. Et toutes ces causes-là sont reliées les unes les autres, elles sont toutes aussi importantes, et pas seulement quand elles viennent ce qui était au départ ce qui me semblait être la cause de leur venue dans cette structure-là. Voilà, je voulais en profiter pour insister sur on change de modèle aussi.
on change de modèle à la fois sur la façon de prendre en compte la vie des gens, et là, en l'occurrence, la vie des étudiants. Il faut la prendre en compte pour comprendre les difficultés et améliorer tout ça. Mais au-delà, je crois qu'on a un gros effort collectif à faire. Et moi, je me réjouis qu'il y ait autant de monde pour parler de cela, parce que c'est pas que de l'engagement étudiant dont il faut parler, c'est après, quand ils seront plus étudiants, garder cette envie de s'engager et qu'elle ne s'arrête pas aux frontières de leur cursus universitaire. Oui, Dominique, merci beaucoup pour ça. Je pense que le public aura sans doute envie de poursuivre l'échange sur ces thématiques. Moi, j'avais envie juste de rebondir sur quelque chose que tu as dit, en disant c'est pas qu'une question de points. Mais en fait, si on passe par ce dispositif-là, c'est qu'aussi on est dans des enjeux de démocratisation aussi et d'égalité des chances. Parce qu'en réalité, des travaux l'ont montré, je pense au livre de Claire Toury consacré à cette question, en fait, on avait des inégalités sur des questions d'engagement et les milieux socio-culturels plus favorisés allaient assez facilement vers de l'engagement, voyant tout l'intérêt, tout le bénéfice qu'il pouvait y avoir en termes de compétences, mais aussi de réseautage. Et donc, par exemple, une filière, il doit y avoir la collègue responsable de la vie étudiante ici, je ne la vois pas, mais de Sciences Po, par exemple, cette filière élitiste, les étudiants s'engagent très facilement. Quand on vient de milieux qui sont moins au fait de l'enseignement supérieur, et on a énormément d'étudiants qui nous disent toujours que ce sont le premier, la première qui arrivent à l'université, eh bien il faut s'autoriser à être un peu moins assidu en cours pour aller faire autre chose. Et donc là, le signal que l'institution donne, c'est de dire attention, pour nous, ça fait partie de votre réussite, on le reconnaît. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant là-dessus. Tu as pu évoquer la complexité qu'il y avait à travailler sur la question, alors on dit du temps étudiant, mais en fait c'est des temps, des rythmes, parce que autant de profils différents, autant de nécessités différentes. Et nous, il y a une question sur laquelle on n'est toujours pas au clair et on continue à se prendre un petit peu la tête entre nous, mais sans que ce soit polémique, mais parce qu'on n'est pas au clair avec ça, c'est que vous voyez, on a tranché sur le salariat de manière assez ferme. Et il y avait consensus dans notre groupe de travail, collègues des services et politiques. En revanche, il y a des questions qu'on a tranchées aussi pour les sportifs de haut niveau, ça c'était dans la circulaire, et on a ajouté les artistes. On les appelle confirmés, parce que qu'est-ce que le haut niveau pour les artistes, ça nous embêtait un petit peu. Mais on a tranché là-dessus. En revanche, on a pour l'instant laissé de côté la question des étudiants aidants, étudiantes aidantes, et voilà. Et plus encore, alors que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, les étudiants parents. Alors, parce que vous voyez, moi, pour l'instant, mais peut-être que dans un an, je vous dirai autre chose, promouvoir de l'engagement pour des étudiants parents, j'aurais l'impression d'être un peu pétainiste en disant faites des enfants, alors que voilà. Donc non, et en même temps que ce soit une problématique de temps incroyable et qui est de l'engagement étudiant pour se dire je continue mes études, alors là pour le coup en plus on est très genré, ce sont surtout les femmes qui vont être amenées à arrêter leurs études si jamais elles ont un enfant pendant leur cursus. Voilà, on se pose ces questions-là et donc voilà, je voulais demander à Laurent, j'avais commencé à le faire en off, si au niveau des autres universités, la question des étudiants parents était prise en compte dans la valorisation de l'engagement. Alors, je ne sais pas si c'est un sujet justement sur lequel il y a un petit revival à cause des déclarations du président sur le réarmement démographique, mais on commence à en entendre de plus en plus parler. Et c'est bien parce que c'est très clairement un angle mort dans les universités. C'est un sujet qu'on a pu traiter par le passé sous la question des crèches dans les universités, sur des modèles qui sont quand même remis en cause. Il y a un certain nombre de crèches qui ont fermé dans les universités récemment parce que le modèle économique a du mal à tenir le choc, mais qui dépasse très largement la question des crèches.
et qui est, tu as raison de le dire, complètement englobé dans la question de l'aidance. Il y a un laboratoire de recherche, un groupement qui s'appelle GED, qui est spécifiquement qui étudie la question d'aidance étudiante, qui estime qu'il y a 10% des étudiants aujourd'hui qui sont en situation d'aidance. Donc vous voyez, 1,8 million d'étudiants, ça fait 180 000 étudiants en situation d'aidance, et dans lequel les situations d'aidance, on va les retrouver comme étant de l'aidance fratrie, et très souvent très antérieure à la question du statut étudiant, c'est-à-dire qu'elle a démarré très tôt dans la vie de l'étudiant, bien avant qu'il intègre l'université. Il y a la question de l'aidance dans des ascendants, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, je suis étudiant et je suis amené à prendre en charge une situation parentale ou de grands-parents sur lequel je dois consacrer du temps. Et ça, c'est complètement invisibilisé aujourd'hui. Et en effet, il y a la question des parents. Alors ça pose, Dominique, moi je suis complètement d'accord, il faut faire savoir aujourd'hui dans les établissements, dans les équipes pédagogiques, dans les équipes administratives, et même, je dirais, à des élus du territoire, c'est quoi être étudiant aujourd'hui, et montrer toute cette diversité de catégories, de quotidien des étudiants, qui n'est pas je suis dans un cours, je suis en soirée étudiante le jeudi soir et je rentre chez mes parents le week-end. C'est un énorme cliché aujourd'hui. Il y a une très très grande diversité de situations. Sur la parentalité, alors pour le coup, Poitiers est un peu exemplaire, j'ai l'impression, là-dessus. Enfin, en tout cas, on retombe très souvent sur Poitiers quand on s'intéresse à la parentalité étudiante. J'ai l'impression d'une université qui a vraiment creusé le sujet. Il faut très clairement aujourd'hui qu'on soit en capacité de faire des enquêtes. Alors j'en parle assez facilement puisque en collaboration avec le vice-président étudiant d'Angers, on va mener dans les prochaines semaines une enquête sur la parentalité étudiante, et on s'est quand même aperçu qu'il y avait 800 étudiants à Angers. Alors Angers, c'est 25 000 étudiants, 800 qui déclaraient avoir des enfants. La moitié en situation de formation professionnelle aujourd'hui, donc reprise d'études. Ça dit quelque chose aussi de l'évolution de l'université dans ce qu'elle permet d'offrir dans la reprise d'études et dans l'ascenseur social qu'il y a derrière. Et la moitié d'étudiants classiques. Alors là-dedans, il faudrait qu'on soit assez fin. On est une université avec santé. On sait aussi que les études de santé sont longues. Donc Mais on a en tout cas une alerte récemment par nos services de santé universitaires, les SSU, sur les grossesses non désirées. Et ça rejoint typiquement les questions de prévention et aussi d'alerte sur le terrain avec nos services sociaux. Mais d'une manière générale, aidance, ascendante, fratrie ou situation de parentalité, il faut qu'on soit extrêmement fin dans la connaissance de ces dispositifs pour justement amener les équipes pédagogiques à s'interroger et à avoir la souplesse dans notamment les régimes spécifiques d'études qui sont bien souvent le socle de la reconnaissance de l'engagement, d'intégrer toute une variété de situations. Ce que Sacha a évoqué, c'est un panel extraordinaire, et ça montre à quel point aussi l'université a considérablement évolué ces 15 dernières années sur la question de l'engagement qui, il y a 10-15 ans, n'était vu que sous le prisme de l'engagement associatif, et associatif en interne à l'université. En gros, vous étiez engagé parce que vous étiez dans une asso. Aujourd'hui, l'engagement, il est beaucoup plus divers que ça. On doit être en capacité de répondre aussi aux aspirations de la jeunesse, ça a été dit dans la table ronde précédente, sous des nouvelles formes d'engagement, et notamment des formes d'engagement beaucoup plus individualisées et beaucoup moins collectives. Vous avez plein d'étudiants aujourd'hui qui vous disent moi, j'ai pas envie d'être dans un collectif. Par contre, j'ai envie de, ponctuellement, un peu à la carte. Alors, ça se discute, c'est une évolution sociétale, mais en tout cas, il faut qu'on soit en capacité de répondre à ça, et il faut faire évoluer en interne. Et c'est là où sont les principaux freins. Les freins sont en interne dans les établissements on fait évoluer les maquettes, on autorise un étudiant ou une étudiante à s'absenter parce qu'il y a un terrain d'engagement, on a une substitution de validation par des compétences acquises à l'extérieur. Enfin voilà, il y a encore d'énormes freins dans les établissements sur ce sujet-là. Mais je crois vraiment que la clé, c'est comment on intègre dans nos établissements une meilleure connaissance de ce qu'est être étudiant dans les années 2020. Merci beaucoup. Alors, effectivement, à l'Université de Poitiers, même si je trouve qu'on a une marge de progression énorme, il y a en tout cas cette volonté de reconnaître
un maximum de diversité dans l'accueil qu'on peut faire aux étudiantes et étudiants, avec, vous voyez, cette espèce de fait qui a été pointé par beaucoup, c'est-à-dire que, et notamment un spécialiste pour nous qui est Jean-Michel Jolion, qui est que d'un côté, on a le public le plus jeune d'Europe. En France, on accueille des étudiantes et étudiants qui ont souvent 18 ans, alors que pour d'autres pays, c'est vraiment absurde, puisqu'on leur conseille de faire d'abord autre chose pour mieux savoir ce qu'elles et ils veulent faire ensuite. Donc pour nous, ça crée une espèce de responsabilité bien plus grande, et c'est ça qui va aussi valoriser des parcours différents. Et donc, en conclusion, j'aurais bien aimé redonner la parole à Sacha pour juste qui parle de son parcours qui est assez atypique. Et comme après, du coup, je pense qu'on vous laissera plutôt la parole pour que vous puissiez approfondir les éléments qui vous auront le plus intéressé ou interloqué. J'aimerais signaler que nous avons une collection de collectes de paroles étudiantes dont les 2 derniers volumes ont été écrits avec Hélène Vignal, que certains doivent connaître, puisque c'est aussi un choix d'engagement de l'Université de Poitiers de travailler avec une artiste talentueuse du territoire. Et donc, ces collectes ne sont pas vendues, elles sont gratuites. Mes collègues ont dû en amener, on se mettra sur une table à la sortie, là, pour que vous puissiez les consulter. Et si vous avez à un moment donné un intérêt professionnel de médiation, si ça vous paraît important pour une association ou un groupe de personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à nous en demander. Donc ces 2 derniers tomes sont consacrés d'une part aux étudiants parents et aux étudiants salariés. Et j'aimerais juste signaler combien on a des témoignages après d'étudiantes et étudiants qui nous disent que d'avoir vu ces paroles-là, simplement ça, change le regard eux-mêmes avaient, encore une fois, sur l'impression que leur présence n'était pas forcément légitime à l'université, puisqu'ils ne rentrent pas dans le cliché. Et donc là, justement, on leur donne un signal comme quoi, mais oui, c'est aussi vous qui faites l'université, et ce sont les étudiantes et étudiants que nous sommes ravis d'accueillir. Alors, le profil de Sacha, alors sans rentrer dans les détails socio-économiques, Sacha est plutôt favorisé. Mais ce qui est intéressant, c'est comment, à un moment donné, justement, le parcours ne correspond pas au parcours linéaire qui est souvent, de manière un petit peu superficielle, prôné à l'extérieur ou par les équipes pédagogiques, même si, heureusement, c'est de moins en moins le cas. Donc, Sacha, merci bien. C'est toi qui vas conclure. Je vais faire vite. Je me suis d'abord dirigé dans mes études vers une licence, donc une L1 STAPS, donc fac de sport. Suite à ça, je me suis déjà en fac de sport, le tissu associatif est très très intéressant. Il y a vraiment une solidarité, des associations très fortes qui sont créées et qui sont renouvelées chaque année, et avec une identité vraiment hyper intéressante. Et c'est là que j'ai découvert l'associatif. Je ne me suis pas engagé, mais j'ai bénéficié en tout cas de leurs événements qui ont permis une intégration en tant qu'étudiant dans un collectif qui était vraiment hyper intéressante. Suite à ça, j'ai changé de cursus pour aller vers une L1 droit sur le campus des Valois à Angoulême, donc qui fait partie de l'université de Poitiers. Et là-bas, j'ai décidé de m'engager en tant que chargé de mission communication, juste pour aider de temps en temps, ponctuellement, pour faire quelques affiches, faire de la communication auprès des étudiants et étudiantes. C'est un engagement qui me prenait assez peu de temps. Suite à ça, à Angoulême, c'est assez particulier parce qu'on fait que 2 ans, donc en fait souvent on s'engage sérieusement dans l'associatif si on le souhaite au bout de la 2e année, et après on part sur Poitiers ou Bordeaux ou sur un Poitiers, pas Bordeaux. Normalement Poitiers, logiquement. Et suite à cette première année d'engagement, donc j'ai repris la présidence de l'association de droit à Angoulême, et en parallèle j'ai été contacté pour être chargé de mission vie étudiante pour l'université de Poitiers sur le territoire d'Angoulême, et donc je travaillais à ce moment-là avec l'ancien vice-président étudiant Aurélien Brossard qui donc était mon prédécesseur. Ces différents engagements
Dans un premier temps, ils m'ont permis vraiment de découvrir le tissu associatif, de découvrir cet environnement-là et de commencer à acquérir des compétences transversales. Commencer par exemple à prendre la parole en public, parce qu'il faut savoir qu'il y a 3-4 ans de ça, je n'en étais pas capable du tout. Et souvent, les gens ne me croient pas quand j'en parle. J'en avais discuté avec Sybille et elle n'y croyait pas une seconde. Parce en que plus, c'est un homme blanc, donc bon. Voilà, favorisé. Et voilà, c'était assez compliqué, mais vraiment ces premiers engagements m'ont vraiment permis de prendre confiance, de travailler toutes ces compétences et puis des connaissances qui m'ont permis après justement de candidater au poste de vice-président étudiant, donc un poste auquel il est possible de candidater une fois qu'on est élu au sein de la commission formation et vie universitaire. Donc je suis d'abord passé par une association qui s'appelle l'AFEP, l'association fédérative des étudiants et étudiantes picto-charentais et picto-charentaises, et j'étais vice-président en charge de la stratégie électorale et des affaires académiques. Donc un sujet qui m'a permis... Ça aide pour être élu. Voilà, un sujet qui m'a permis d'avoir des connaissances assez intéressantes pour ce type de mandat. Et suite à ça, donc j'ai été élu il y a 2 ans vice-président étudiant de l'université tout un tas en fait d'expériences, que ce soit au niveau local, au niveau national et même au niveau européen, où j'ai pu par exemple donc au niveau national porter et présenter le dispositif de valorisation de l'engagement sur lequel on travaillait aux rencontres jeunesse de Matignon auprès de plusieurs ministres et de la première ministre, ancienne première ministre Elisabeth Borne. J'ai pu également, et c'est encore le cas, être représentant étudiant au sein d'une alliance européenne dont l'université de Poitiers est la coordinatrice. Tout un tas d'expériences qui m'ont permis en fait de m'émanciper dans un premier temps, et je pense que c'est vraiment ça aussi, c'est l'engagement, c'est un vrai vecteur, enfin ça a été pour moi un vrai vecteur d'émancipation, et c'est ce qui m'a fait, je pense, devenir adulte, parce qu'on ne l'est pas forcément en fait dès qu'on atteint la majorité, on ne l'est même très souvent pas du tout, et c'est vraiment moi ces engagements qui m'ont permis de devenir adulte. Et c'est aussi ces engagements qui m'ont permis de m'accorder quelque chose que j'aurais, je pense, pas imaginé avant. C'est de prendre une césure, même si voilà, j'ai fait une L3 aussi en 2 ans. Hein, ça fait un petit moment que je suis à l'université. Je viens de valider une licence après avoir atteint mes 23 ans, alors que d'autres ont fini un master. Mais en fait, je me suis dit que c'était pas grave, parce que toutes les compétences que j'ai pu acquérir étaient vraiment au-delà de ce que je pouvais espérer en m'engageant au début. J'ai vraiment appris énormément. Et j'ai décidé de me tourner vers le droit, oui, parce que je suis inscrit sur un master de droit à Segonzac, mais je suis en césure pour un projet de musique. Donc vraiment rien à voir. Et là où c'est assez intéressant, c'est que le master sur lequel je me suis inscrit, ce qui est à la fois heureusement et à la fois dommage, c'est que c'est le seul master où les responsables de ce master m'ont complètement soutenu en fait dans ma démarche de césure pour un projet musical qui n'a rien à voir avec le droit, et m'ont aussi soutenu, ont été intéressés par tout mon engagement. C'est-à-dire que au moment de l'entretien de master, les 30 minutes d'entretien ont été dédiées à mon engagement et pas du tout à mon parcours académique. Ça a été dédié à mon engagement et à mon projet de césure. Et ils étaient vraiment intéressés. Et là, je me suis senti considéré, vraiment. Et je me suis senti écouté, soutenu. Et je pense que les enseignants ont un vrai rôle à jouer dans la considération en fait, qu'on a de l'engagement, quel qu'il soit, hein, qu'il ait un lien ou non avec le côté académique. Et ça m'a vraiment aidé. Et ce qui est intéressant, c'est que j'aborde du coup ma césure, mon projet personnel et la fin de mon engagement avec beaucoup de sérénité. Et j'aborde aussi le master qui arrive derrière, le côté académique, avec énormément de sérénité aussi, parce que je sais que je suis soutenu aujourd'hui et je le serai encore quand je vais rejoindre le master. Donc voilà, je pense que c'est, en droit, peut-être ailleurs, là j'ai pas l'expérience, mais c'est quelque chose qui est encore trop rare de considérer, de reconnaître, d'être à l'écoute de l'engagement et des besoins spécifiques, parce que là j'avais un besoin spécifique d'être accepté dans un master pour que ma césure soit acceptée. Et ça a été le cas que dans ce master-là, d'ailleurs, sur beaucoup de demandes. C'est bien, c'est celui des spiritueux, c'est pas mal. Donc voilà, pour mon parcours qui est assez atypique, mais qui m'a vraiment permis de m'émanciper. C'est vraiment le mot qui me paraît important, de m'émanciper, de prendre confiance et de me permettre des choses que je ne me serais pas permis, en fait, je pense, si je ne m'étais pas engagé. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir quand même quelques questions.
Claire, qui travaille ici, est aussi une étudiante engagée qui a, je me permets de le dire, Claire, le statut d'artiste confirmé. Merci. Merci beaucoup pour la table ronde. Non, moi, je voulais juste ajouter, si ça vous intéresse, il y aura une lecture des paroles étudiantes le 10 février vers 19h à la Maison des étudiants. Voilà, si vous avez envie de venir écouter les paroles de ces étudiants, c'est assez fort. Bonjour, donc je suis la collègue de Sciences Po, pour le coup. Je me permets de prendre la parole pour croiser les regards, parce que l'engagement étudiant, bien sûr, dans notre institution, il y a longtemps qu'on travaille dessus, et en fait, l'institution, parce que moi, j'ai rien fait du tout, a fait un choix très tranché, pour le coup, par rapport à ça, puisque à Sciences Po, c'est une obligation de scolarité. Donc là, vraiment, on l'a intégré totalement dans le cursus des étudiants pendant leur bachelor, qui est l'équivalent de la licence. Alors, ça peut poser question, parce que quid des étudiants pas très à l'aise avec tout ça. Certains profils étudiants ont du mal à aller au contact du public bénéficiaire, social, etc. Ça fait depuis 2017 qu'on a mis en place cette obligation. Et sincèrement, moi, j'y vois quand même quelque chose de super positif, parce que l'étudiant est hyper moteur dans ce projet-là, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a tout un cursus à suivre avec des obligations, etc., d'expérience de terrain, de rendu, mais ils ont la liberté de la thématique de leur choix. Et en fait, j'ai vu des mômes, enfin, c'est des mômes quand même, ils ont 17-18 ans, tellement s'épanouir dans une obligation de scolarité et développer ce que vous disiez tous les deux, la confiance en soi, le savoir-être, et pour le coup favoriser le réseau, parce que même si Sciences Po est effectivement une école où beaucoup d'étudiants sont très très favorisés, pas que. À Poitiers, par exemple, on a 15% de notre population qui est issue des conventions d'éducation prioritaire, 30% de nos étudiants qui sont boursiers et qui ont un peu ce syndrome de l'imposteur que peuvent avoir parfois les étudiants, et ce parcours civique leur donne vraiment confiance en eux et leur permet aussi de comprendre que tout ce qu'ils voient en cours, ça peut être mis en pratique et faire d'eux en fait des citoyens actifs aujourd'hui, et on l'espère demain. C'est un peu le but. Donc voilà, un autre regard sur l'engagement étudiant qui a été tranché de façon un peu plus drastique, mais sans oublier toute la vie étudiante à côté, parce qu'on a des étudiants relais santé aussi, on a tout ça, et voilà, donc je pense que tous les acteurs de l'enseignement supérieur, on est dans ce mouvement vers l'engagement valorisant, et c'est pas du greenwashing, c'est pas. Alors, je sais qu'on est une école où on communique énormément sur tous ces trucs, mais moi, pour le voir pour le coup sur le terrain avec les étudiants qui en ressortent avec des étoiles dans les yeux et des vraies convictions, et même parfois derrière des choix de carrière qui vont dans ce sens. Ça donne du sens à ce qu'on fait. Donc voilà, c'était juste un témoignage plus concret. Merci beaucoup, Yvonique. Je vais rebondir sur la question du sens. Moi, ça me paraît essentiel aujourd'hui. Je crois qu'une des grandes clés pour arriver à généraliser l'engagement à l'échelle universitaire, et pas simplement à l'échelle d'une composante ou d'un établissement dit associé, c'est aussi comment on aura la capacité, nous, de valoriser l'engagement des personnels. Parce que je crois qu'une des grandes clés dans le futur, et ça sera un moyen de lever les obstacles, notamment dans les équipes pédagogiques, on sait qu'on a des communautés qui sont extrêmement engagées dans la pédagogie, engagées dans les institutions. Enfin voilà, suivez le parcours d'un membre de la communauté universitaire au quotidien. C'est des gens qui ont une vie incroyable, mais il n'y a pas cet axe-là dans la fonction publique de reconnaître l'engagement des personnes. Et ça me semble être une clé extrêmement importante. Il faut qu'on arrive à saisir, nous, dans les universités, de ce que permet la loi sur le mécénat de compétences dans la fonction publique depuis quelques années. Et j'ai pas d'exemple dans les universités, mais voilà, ça donne cette question du sens au travail, et ça permet aussi de se projeter et de se dire oui, c'est important de l'intégrer aussi dans les maquettes pédagogiques. Alors après, voilà, c'est obligatoire, c'est pas obligatoire. Enfin, vous avez pris l'exemple de parcours civique. Et c'est aussi une petite nuance qui permet de se dire, c'est qu'on va au-delà de la question simplement de l'engagement.
Enfin, moi, je crois qu'il faut aussi sacraliser l'engagement comme un élément d'une démarche personnelle, individuelle, non obligatoire. Mais le fait de démarrer par un parcours civique, c'est quand même un élément qui est assez intéressant, je trouve. Oui, bonsoir. Merci pour ce développement sur ces dispositifs de valorisation de l'engagement en milieu étudiant. Moi, je me pose juste une question. Il y a dans beaucoup de maquettes des stages qui sont plus ou moins obligatoires. Je voulais savoir comment ces dispositifs d'engagement, enfin de valorisation de l'engagement, s'articulent dans les formations où il y a des stages plus ou moins obligatoires, puisque là on était un peu sur cette notion de obligatoire ou volontaire. Alors dans les maquettes, l'objectif du stage ou des projets tutorés, par exemple, il va être d'acquérir des compétences transversales. Ici, ce qui peut se faire, et ça peut très bien être en parallèle des dispositifs qu'on a mis en place, mais ça se fait très peu. Personnellement, vu que je suis favorisé, j'ai pu en bénéficier, mais pas au titre de mon engagement en tant que vice-président étudiant. C'est en fait une validation de l'unité d'enseignement, donc du stage ou du projet tutoré, du fait d'un engagement. Donc, par exemple, l'objectif du stage ou du projet tutoré était de développer des compétences parallèles. J'ai un engagement en tant que réserviste militaire, donc la responsable pédagogique de mon UFR a estimé que, d'une part pour me dégager du temps, et d'autre part parce que j'avais acquis des compétences parallèles qui étaient objectifs, au final, la finalité de cette UE, on a pu me la valider, donc j'ai eu les crédits en fait, qui ont été accordés pour le stage ou le projet tutoré. Et en parallèle, ça peut très bien être lié au dispositif qu'on a mis en place, par exemple, mais pas avec le même type d'engagement. C'est-à-dire qu'un engagement ne peut pas être valorisé d'une part par la validation d'une UE et en même temps par un bonus sur la moyenne comme on l'a mis en place à l'université. Par contre, si j'ai deux engagements, je peux très bien coupler les deux. Un engagement qui va me permettre de valider une UE si le ou la responsable pédagogique y est favorable, mais encore une fois, c'est très rare. Ou bien, justement, avec un autre engagement, aller sur la valorisation de l'engagement avec le dispositif qu'on a mis en place. En fait, avec le dispositif qu'on a mis en place, et je te laisse, Dominique, rebondir, on est vraiment parti de la question du temps. Et donc, en fait, à partir du moment où c'est intégré à la formation, on n'est pas allé sur cette reconnaissance-là. Donc, il fallait que ça soit de l'extracurriculaire. Alors, en complément, et peut-être un peu plus pour complexifier, en fait, des fois, le choix du stage, c'est une forme d'engagement pour l'étudiant. Enfin, moi, je suis en géographie, mais c'est en sciences sociales d'une manière générale. Le choix, l'offre de stage que l'on faisait était refusée ou acceptée en fonction du sens que les étudiants mettaient dans ce stage ou voulaient mettre dans ce stage. Moi, pour prendre un exemple très concret, nous, on propose des stages de diagnostic territorial. Ils sont de plus en plus désertés au profit des plans climat, par exemple. Là, l'offre de plan climat, vous avez tous les étudiants qui veulent en faire parce que pour eux, c'est porteur de sens. C'est la transversalité que j'évoquais tout à l'heure. Ça leur permet d'expérimenter ça. Et je crois que c'est ça qu'il faut comprendre aussi dans l'engagement étudiant. Il y a d'autres formes d'engagement, y compris dans la formation, et que la formation doit être un engagement elle-même. Moi, je discutais souvent avec des étudiants en cours qui me parlaient de cette forme-là, et je leur dis dans quelle association vous voulez? Ça ne nous intéresse pas d'aller dans des associations. Nous, là, ce qu'on vient de dialoguer avec vous, c'est notre forme d'engagement et c'est notre façon de concevoir la vie collective plus tard, et on veut que ça se diffuse dans toutes les occasions où on vit, nous, notre vie d'étudiante. Donc les stages, aujourd'hui, peut-être que c'est plus en sciences sociales qu'ailleurs, je ne suis pas sûr. Peut-être qu'en médecine, c'est un peu le cas chez toi aussi, Chloé. D'ailleurs, c'est ce que toi, ton engagement, il est de cet ordre-là. Ça doit transpirer un peu dans toute l'offre pédagogique que l'on propose. Oui, et puis les écoles d'ingénieurs ont été très challengées sur l'engagement il y a quelques années. La commission des titres de l'ingénieur a conditionné la délivrance du diplôme d'ingénieur aux écoles
sur leur capacité à valoriser l'engagement. Et pour le coup, les écoles d'ingénieurs, c'est vraiment le terrain. Il faut 24 mois de stage quasiment cumulés entre l'international. Donc elles ont réussi à concilier les deux, alors souvent aussi petite échelle. Et c'est un des grands soucis qu'on a dans les universités, c'est l'aspect massification quand on s'intéresse à l'engagement étudiant. Et c'est ce qui a fait qu'on a, je pense, assez mal interprété la circulaire, c'est qu'on s'est senti obligé de le faire et de le généraliser, donc de le rendre obligatoire, alors qu'en fait on disait simplement qu'il fallait le reconnaître, trouver les mécanismes de reconnaissance. Mais les écoles d'ingénieurs ont réussi à le régler en faisant coexister stage, temps, puisque souvent ils libèrent les jeudis après-midi, c'est souvent venu par les écoles d'ingénieurs la question du jeudi après-midi, et dynamisme de la vie associative. Et maintenant elles vont un peu plus loin en effet aussi, avec tout ce que vous avez dit sur le sens, le territoire, tous ces éléments-là. Et le service sanitaire en santé, je pense aussi, c'est un peu... Oui, c'est cette année pour moi. Le service sanitaire, c'est un dispositif qui est créé depuis 2018 pour tous les étudiants en santé de France. Donc pas que les étudiants en médecine, c'est aussi les kinés, les infirmières, les sages-femmes, les pharmaciens et les orthophonistes. Et en fait, on travaille sur différents thèmes. Ça peut aller des addictions, des violences sexistes et sexuelles, la santé mentale, le sport, autour de différents publics, les collèges, les lycées, l'université, les milieux hospitaliers, les personnes âgées, les EHPAD. Voilà, donc c'est pour justement... permettre aux étudiants en santé d'acquérir pendant leurs études des compétences de prévention, de promotion de la santé, et donc de donner un sens à tout ce qu'on apprend en études et de pouvoir les appliquer. Et au contraire, quand on est dans les études, de pouvoir remettre en question tout ce qu'on apprend par les expériences qu'on a vécues. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu disais, c'est que maintenant, l'engagement est valorisé pour le concours de l'internat en médecine, donc en 6e année. C'est qu'il y a 60% de la note qui est qui est l'épreuve écrite, 30% qui est une épreuve orale et 10% de la note globale qui va être dédiée à l'engagement des étudiants en médecine pendant leur parcours. Donc ça peut être de l'engagement associatif, un travail salarié, ça peut être aussi étudiants parents, des études à côté. Donc oui, l'engagement est valorisé pour les étudiants en médecine. Une dernière question où on vous remercie d'être venu partager avec nous ces moments, parce qu'entre nous on en parle beaucoup, mais c'était intéressant de pouvoir avoir un auditoire un peu plus extérieur, même s'il y a des intérieurs. Voilà, donc s'il n'y a pas de dernière question... Non. Ah. Bonjour et merci pour cette table ronde. Je voulais savoir, vous parliez tout à l'heure d'un indicateur d'engagement des universités. Je voulais simplement savoir, Poitiers se situe à quel niveau? Est-ce que Poitiers est une fac engagée et dynamique? Je ne sais pas si par rapport à ce moment-là, on avait déjà mis en place notre dispositif. Ça. Donc à mon avis, puisque vraiment nous c'est un dispositif qu'on a essayé à titre expérimental l'année dernière, et cette année là en revanche, donc c'est notre première vraie édition. Je regarde ma collègue Sarah qui gère le dispositif. On était ensemble hier à un séminaire sur les étudiants artistes justement, et elle me disait qu'en une semaine on avait eu 700 candidatures. C'est ça? Voilà. Donc 887 au bout d'une semaine voilà, de pré-candidature. Hein. Et donc, voilà, moi je pense que je vais gagner nos paris. Et pour comparer juste par rapport à l'année dernière, en à peu près un peu moins d'un mois, sur le mois de janvier, on avait eu 1050 pré-candidatures et au final, à peu près 850 candidatures. Non.
850 candidatures finalisées, il me semble. Non, c'était même moins. C'était 580 vraiment dossiers déposés à la fin. Mais 1080 candidatures initialement. Et là, on est déjà au bout d'une semaine quasiment arrivé. Donc, avec une nette augmentation des jobs étudiants. C'est du fait justement parce que on a peut-être aussi, même si ça avait été communiqué sur le fait que les jobs étudiants étaient totalement éligibles, je pense que les étudiants et étudiantes ne réalisaient pas en fait au début qu'un emploi salarié pouvait être valorisé au titre d'un bonus sur le disciplinaire. C'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant même pour les étudiants. Ouais, donc, il y a beaucoup de dépréciation. Et ce qui est chouette avec le dispositif, au-delà c'est qu'on a des étudiants qui nous ont dit aussi que même s'ils ont compris que, par exemple, s'ils étaient en première année de licence, qu'ils n'avaient pas le droit, avant le master, à récidiver, en fait, ils souhaitent poursuivre leur parcours, leur engagement, bien sûr, et aussi leur travail sur les réflexions en lien avec leurs compétences, parce que justement, ils ont mesuré tout ce qu'ils avaient pu apprendre. Et au départ, ça c'est un vrai problème aussi de manière de toujours se déprécier. Les étudiantes et étudiants ne mesurent pas forcément tout ce qu'ils ont pu apprendre, même en organisant une soirée étudiante, si on veut être dans le cliché, quoi. Il faut gérer plein de choses, notamment les risques. Et si je peux me permettre juste un petit côté critique justement sur le dispositif qu'on a pu mettre en place à l'université. J'en suis très fier de ce dispositif, mais c'est vrai qu'il y avait il y a la question en fait du temps qui revient beaucoup. Et même si aujourd'hui le dispositif il me plaît beaucoup comme il est, on peut avoir un regard critique quand même dessus, même si pour le coup j'ai travaillé dessus. C'est que on demande à des étudiants. Et je trouve ça hyper important de travailler sur la conscientisation de leurs compétences. Ils ont un document à remplir, une fiche bilan, qui prend du temps. Et en fait, ce qu'on m'a remonté plusieurs fois, et je suis tout à fait d'accord, c'est que qu'est-ce qu'on va valoriser? Est-ce qu'on va valoriser l'engagement en tant que tel, ou est-ce qu'on valorise sa capacité à dire j'ai fait ça, ça m'a apporté ça? Du coup, au final, est-ce qu'on valorise vraiment l'engagement ou sa capacité à le traduire en fait sur le papier? Et en fait, on va demander du temps en plus à l'étudiant, alors qu'on essaie de le décharger un petit peu, ou en tout cas de le faciliter dans ses études et dans la réalisation de son engagement. Donc après, il y a plein de dispositifs qu'on a à l'université, notamment les contrats d'aménagement des études, mais qui sont vraiment gérés au sein des UFR et qui après aussi sont sujets à beaucoup d'inégalités parce que très peu d'étudiants en bénéficient. Voilà, en fonction des UFR, il y a des disparités. Des personnes qui ont le même engagement parfois et en fonction de l'UFR dans lequel ils vont être ou elles vont avoir un contrat et d'autres non. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses à améliorer, mais cette question du temps, sur le dispositif qu'on a mis en place, il faut se la poser, et la question aussi de qu'est-ce qu'on valorise vraiment, même si aujourd'hui le dispositif il est comme il est et c'est déjà très bien, mais voilà, pour apporter une petite critique quand même constructive, j'espère, mais. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci et Dominique, Chloé, Laurent et Sacha.